encore une fois je remercie toutes les personnes. Je m'appelle Hermansan et nous aimerions bien vraiment commencer ce genre de discussion au niveau de webinaire. Nous sommes un réseau international d'environ 100 organisations chrétiennes, 15 partenaires affiliés et quelques centaines de membres individuels travaillant tous dans plus de 90 pays. Notre mission est de promouvoir la santé et la plénitude d'un point de vue chrétien et d'offrir des opportunités de renforcement des capacités, réseautage et plaidoyer. Bob, entre les biographies, donc nous remercions toutes les personnes. Donc, je vais vous donner une description. Donc, le premier est Madame Amanda Venre qui travaille actuellement comme directrice adjointe du Gulf for Faith partenariat. Et nous avons aussi Barbara Campbell qui est la directrice exécutive de la Fondation Dalton et Doug Fontaine qui est le directeur général de CCIH. Nous avons une idée que plusieurs rapports ont souligné que les organisations confessionnelles jouent un rôle important dans la prestation de services de santé, en particulier dans les pays en développement, car jusqu'à 70% de tous les services de santé parallèlement, avec des études qui ont également noté le manque de données solides sur les services de santé confessionnels et la nécessité d'une estimation méthodologiquement valable. Par conséquent, les données sur les organisations confessionnelles doivent être collectées d'une manière appropriée, organisées, analysées et rendues accessibles pour éclairer les programmes et les politiques de soins de santé. Notre discussion aujourd'hui, c'est pour la compréhension de l'ampleur et de la portée des organisations confessionnelles dans les services de santé. Afin de commencer cela, nous souhaitons avoir le point de vue d'Amanda. Je vous remercie et je vous donne la parole. Merci. Bon après-midi. Bonjour. Je m'appelle Amanda Veigneux et je suis la directrice du partenariat du USID et j'aimerais bien remercier CCH pour pouvoir nous connecter et de me donner l'opportunité de nous vous joindre aujourd'hui et un remerciement particulier à Edouard pour la modération de ce webinaire. Au cours de l'histoire de notre collaboration, c'est une partie de notre conversation et la plupart de nous tous et dans les espaces différents sont familiers avec la contribution des communautés confessionnelles et dans la santé internationale dans le monde entier. Et aujourd'hui, la conversation, c'est afin d'assurer cette contribution qui va être incluse dans le système et le renforcement du système de santé avec ces stratégies. Et j'ai été avec le centre en 2019. J'ai passé 5 ans en travaillant dans l'agence de géospatiale et nous avons euh, euh, et il y a une équipe interne avec des analystes sur le soutien et avec une équipe dans le monde entier et qui sont en train de travailler sur cette approche. Et au cours des 5 années, nous avons travaillé avec les équipes et j'ai beaucoup apprécié le travail de la géographie et les informations géographiques qui ont joué un rôle dans le développement de notre programme. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur les zones là où il y a un besoin énorme et cela nous a aidé à faire des décisions stratégiques. Comment peut-on investir et comment essayer de faire et de maximiser le développement humain. Lorsque j'ai commencé à travailler avec les équipes qui travaillent sur la partie constitutionnelle et avec les groupes communautaires,
on a un mandat de la part du président Biden et nous sommes engagés avec différentes organisations dans le monde entier, avec les communautés confessionnelles, des groupes de volontaires, des fondations. Ils ils font tous partie du gouvernement américain. Nous sommes en train de partager le développement international et les objectifs humanitaires dans le monde entier. Et nous avons aussi une partie pour renforcer les capacités euh, euh, avec des recherches et de guides en ce qui concerne les politiques. Et nous avons aussi une histoire de 20 ans au sein de l'agence et nous avons fait des efforts pour s'engager envers le partenariat. Et nous avons des FBO avec plusieurs développements et avec plusieurs partenaires. Nous travaillons dans les espaces partagés avec les mêmes objectifs afin d'assurer des avantages, afin de collaborer ensemble. Et la deuxième raison derrière cela, la démonstration des données, travailler ensemble et essayer d'améliorer nos résultats. Les FBO, les communautés religieuses ont une commune contribution en ce qui concerne la santé globale, en ce qui concerne l'histoire, en ce qui concerne toutes les étapes pour nos partenaires en termes de développement et cette contribution est en train d'élargir l'élan et l'espace de notre partenariat et la portée de notre partenariat. Et au cours des 3 dernières années en particulier, c'était clair, très clair que les communautés étaient dans la première ligne pour assurer l'assistance humanitaire pour les personnes qui en avaient besoin et essayer de mettre en place des systèmes de santé qui étaient efficaces et efficients dans le monde entier avec la pandémie du COVID-19. Et au cours de cette période, les FBO ont donné de leur activité, de leurs efforts. Et donc, les organisations à base confessionnelle savent comment partager et mentionner et collecter leurs données géographiques. Et c'est un atout. Ces informations-là sont vraiment d'un niveau très crucial et c'est absolument efficace pour le développement à long terme et le renforcement des capacités de notre système de santé international. Je vais partager avec vous quelques travaux qui ont été faits au niveau de USAID pour avancer ce genre de travail au sein des agences et essayer de vous donner un contexte particulier en ce qui concerne l'engagement envers les acteurs internationaux pour vous donner une idée sur le futur. De notre partie, nous avons travaillé avec plusieurs secteurs, plusieurs missions, essayé de mettre en place des décisions et des actions au cours des décennies et les services géospatiaux nous ont donné la capacité de coordonner entre les partenaires dans le système international de santé et dans le secteur de la nutrition et de mettre en place des projets dans le monde entier afin de cibler les populations qui ont besoin de ce genre de services et par le fait d'analyser un certain mapping et avec des données de recherche et nous avons été capables de localiser certaines populations qui ont changé la stratégie des missions et de pouvoir travailler d'une façon beaucoup plus appropriée à travers des études, des enquêtes et des sondages. Et nous avons été capables de voir le changement de stratégie lorsque nous partageons et nous analysons les données géographiques et nous pouvons partager et utiliser ces informations-là, comprendre les communautés internationales, les programmes en se basant sur les réalités qui sont sur le terrain et nous avons essayé de faire avancer nos efforts, les États-Unis et avec l'USAID, excusez-moi, est en train de finaliser la conception et la reconnaissance des équipes de tout ce qui est géospatial et
afin d'adopter des outils et de renforcer les compétences et les atouts et de trouver des solutions géospatiales pour le développement international. Et j'aimerais bien aussi mentionner que cette approche internationale aura des résultats dans les 5 années à venir. Et j'aimerais bien annoncer que cette stratégie est vraiment utilisée avec USAID. Je veux partager le lien dans le chat avec vous et vous allez voir que cela va être disponible jusqu'à l'année octobre 2026, jusqu'à octobre 2026 et nous allons souligner l'importance en particulier dans le sphère de la santé internationale et cela va nous permettre d'améliorer nos capacités de devenir beaucoup plus forts et de rassembler tout cela. USAID a des capacités de renforcement local et je suis vraiment enthousiaste et je vais partager avec vous le lien en ce qui concerne les politiques finales pour pouvoir en avoir une idée et les politiques qui sont entre nos mains afin de pouvoir les partager au cours de ces dernières années. Et c'est un engagement vraiment en ce qui concerne en relation avec le développement et les acteurs des organisations confessionnelles. Et c'est un principe qui va guider les efforts et de mettre en place un cadre dans ce sens. J'aimerais bien partager avec vous quelques politiques aujourd'hui parce que cela va combiner les communautés à base confessionnelle, les efforts communautaires en ce qui concerne les parties géospatiales et d'essayer d'avoir des agences qui sont en train de coopérer ensemble dans ce sens et qui sont en train d'avoir un agenda et un programme international ainsi que les processus et les actions que nous sommes en train d'entreprendre pour assurer le travail et les leaders, des leaders et des communautés locales et la colonisation qui va nous aider à utiliser les politiques qui va continuer. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite continuer ce genre de collaboration, de partenariat avec CCH et je souhaite mener une bonne discussion plus tard. Merci. Merci Amanda. C'était une contribution. Donc, on aura des questions de la part de notre public. Donc, on va voir Barbara Campbell on aura Barbara Campbell de la fondation. Et vraiment, je vous remercie pour votre temps, Amanda. Je suis la directrice générale de la Fondation Dalton et donc nous faisons tout genre de financement et élargir notre travail. Donc, nous souhaitons comprendre ce qui se passe et comment peut-on améliorer et ne pas dupliquer les efforts. C'est une thématique sur laquelle nous sommes en train de travailler et je suis heureuse de co-héberger les données en relation avec cela. Aujourd'hui, nous allons parler de consortium en ce qui concerne l'évaluation du MAPIC de la santé chrétienne et comment peut-on être inclus à ce niveau. Alors, comme il a été mentionné, c'est une priorité pour les organisations à base confessionnelle d'être comptées. Il y a un manque de données en ce qui concerne comment peut-on attaquer ces défis en ce qui concerne les données, faire un rapport. Je pense que Doug a une leadership en ce qui concerne vision et la création de secrétariat de CCH, de créer ce genre de consortium de planification et de mapping. Et
Je vais vous montrer certaines raisons et les complexités qu'il y en a derrière. Donc, il y a des données en relation avec les qualités en ce qui concerne la cartographie qui doit être faite, les défis qui en a. L'objectif, c'est de créer une stratégie pour fournir des informations en ce qui concerne le mapping, la cartographie et essayer de l'utiliser dans votre travail afin de vous aider et de vous aider à assurer que votre travail a été compté. Prochain diapositive suivant. Ce schéma qui montre l'équipe et c'est vraiment une situation complexe. Nous pensons du paysage, des services de la santé chrétienne, ce n'est pas assez difficile, assez facile. Ce que nous sommes en train de faire avec les organisations, comment peut-on soutenir quelques organisations qui sont en train de faire de la prestation de services. Il y a d'autres organisations qui sont en train de soutenir différentes autres communautés. C'est un projet assez complexe et nous essayons de travailler sur cela à travers le consortium et essayer de comptabiliser les efforts et les prestations de services. Donc là, en ce qui concerne la cartographie du consortium, donc au cours de mois de janvier, excusez-moi, dernier, donc nous avons essayé de partager et nous sommes reconnaissants envers toutes les organisations qui faisaient partie de ce travail de consortium et nous avons fait une contribution avant d'avoir accès à certaines données et nous étions capables de partager les informations en ce qui concerne les données qu'on avait, d'essayer d'aider la communauté. Nous commençons à partager sur certaines pratiques. Pour vous tous, nous remercions toutes les organisations qui sont avec nous. Je sais qu'il y en a ceux qui sont avec nous et pour leurs efforts dans ce sens. Nous pouvons se focaliser sur les objectifs de consortium. L'enregistrement des données est très important. L'objectif, c'est de créer une base de données, des bases de données. Là, nous pouvons apprendre à faire à partir des données en ce qui concerne le soutien, les services de soutien. C'est une place très importante et j'aime beaucoup ce qui a été dit par Amanda en ce qui concerne le partage des données. Euh, En l'analysant, nous pouvons le partager. Ce n'est pas pratique pour tout le monde. Et je pense que le consortium est engagé envers les trois parties, l'agrégation des bases de données ensemble, être capable d'analyser les données afin d'extraire des informations pertinentes qui sont vraiment importantes pour les membres de CCH et des bailleurs de fonds et de penser, essayer d'améliorer les données. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des meilleures données, pour donner la possibilité aux personnes de comprendre? La question que donc, l'utilisation de grandes données qui sont localisées dans toutes les installations de santé et les installations sanitaires. Et le fait de collecter les bases de données, nous pouvons avoir une idée sur la localisation des données et les utiliser au cas de besoin. Le progrès aujourd'hui, il y a un registre qui est disponible. Les bases de données peuvent vous donner des informations. Donc, nous avons une description
brève. Je vais parler de cela dans la prochaine page. Vous pouvez l'utiliser, la trouver dans l'autre page de CCIH. Nous pouvons l'utiliser avec le travail que vous êtes en train de faire dans un pays bien particulier et l'utiliser. Et d'autres résultats que nous pouvons en faire, ce consortium, c'est de représenter des données avec l'Organisation mondiale de la santé et il y aura des étapes différentes dans ce sens et je pense que c'est très important. C'est un résumé. Cela a été utilisé et tout a été extrait de cela. Donc, nous pouvons partager les informations, pouvant être utiles. Il y a certains points là où on a souligné les données dans le site web de CCIH. Je vais essayer de partager avec vous. Donc, Caroline a partagé le lien au niveau du chat et ce sont des informations en ce qui concerne le consortium que je vais partager avec vous. Et c'est une idée brève des données principales dans d'autres pays et qui vont être enregistrées et analysées par la suite. And the last thing I just want to share is just about getting involved. I think that CCIH does a wonderful job of including us, wanting to share information with us. We encourage everyone to learn more about this. If you have resources to share, we have a Google group where you can share it. You can also directly reach out to be a part of this. We want to make sure that everyone is counted. The work they're doing absolutely vitally matters. And we also want you to have this information so you can use it to support the work you're doing. And that's all I had for today. I look forward to the questions later. And thank you again for having me here and for everybody participating today. Oh, wow. Thank you very much for this wonderful and very comprehensive update on the consortium, Barbara. It was very good. And our final presenter is Doug Fountain, the Executive Director of CCH. Doug, welcome and over to you. Thanks, Edwin. Thanks, everybody, and really appreciate everybody being here for this talk today. We are grateful to be part of this global community that is working hard and rolling up their sleeves to make sure that we have access to terrific data and information to share. I'm going to actually dive in a little bit into CCIH as a case study for that, because one, we are a part of the consortium. We do have member data, but how we're thinking about the data may help also explain or help contribute to understanding about the faith-based landscape. So first up, as you know, CCIH is a global network. We are committed to capacity strengthening for local organizations and engaging faith leaders as partners in that work. And we do seek good data on the nature, scope, and scale of our members to assist us in our advocacy efforts, to contribute to research, and to build effective partnerships. Obviously, when we look at the CCIH data, we know that these are members, they're self-selected into CCIH, and so this is not globally representative, but it does create a good case study of how the faith-based landscape really does work. So next slide. Why is this important for us? There are at least 5 different reasons that we think that this is important for CCIH. One, we want to identify complementarity in core functions so that we can learn. When somebody's doing something similar to somebody else, we can foster learning that will help one benefit the other. We can support scaling of Et on peut avoir des bénéfices mutuels et soutenir la mise à l'échelle d'interventions éprouvées par rapport à ce qu'on fait. On peut révéler les lacunes dans les services pour pouvoir pallier et remédier à ceci. Ça nous aide pour coordonner les flux de ressources et de trouver même de nouvelles ressources qu'on fait. C'est ce qu'on fait assez souvent. Et finalement, ça nous aide à surmonter les cloisonnements en comprenant comment les différents partenaires sont opérationnels, où est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Tout ceci va nous aider
aider à étendre nos connaissances, comment les partenaires travaillent ensemble. Par exemple, je comprends parfaitement que nos membres se spécialisent sur un, deux, trois volets et je me dis, bah, voilà, je suis mobilisée sur cette mission-là. Par exemple, moi, je travaille dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments ou je travaille avec le personnel de santé. Ce sont des bonnes choses, mais en tant que tel, c'est pas toute la mosaïque, c'est pas toute l'image, c'est pas les bonnes solutions efficaces pour avoir des solutions durables. Donc, il faut rassembler tous les morceaux du puzzle. C'est la raison pour laquelle on essaie d'apporter un regard exhaustif. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, on va faire une petite marche arrière et pour voir qui sont nos membres, comment ils sont opérationnels. Donc, nous nous sommes arrêtés sur des chiffres et des membres pour avoir quels sont les pays, donc dans les membres du CIH qui travaillent dans 108 pays, 56% dans plus de pays, 44% dans un pays. Et notre siège sont dans les pays à faible revenu et à meilleur revenu. Donc, c'est important de comprendre. En fait, ce sont des organisations locales. Nous avons également des organisations de grade entendu qui travaillent dans 17 pays, en fait. Ça, c'est juste un aperçu où est-ce que nous sommes. Mais maintenant, on voudrait parler de comment on est opérationnel et je voudrais revenir à un point important. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors que Barbara a partagé, c'est cet paysage et le paysage des atouts de la santé chrétienne par rapport aux installations et les programmes de santé et les installations et les programmes de santé qui sont faits par les congrégations ou les églises. Donc, c'est tout un croisement entre les réseaux de santé, les chaînes d'approvisionnement médical et de médicaments, comme les associations, les défis et le suivant. C'est une très belle image de comment s'articule le paysage, mais ça montre tout quel est le volume réel de chaque participation. Et pour voir ceci, on va à la prochaine diapositive. Alors, si on voit les membres de la CCIH, on a compilé ces informations que 63% de services directs d'appui, 38% fournissent plutôt des services d'appui direct et 19% font les deux. Parce que les personnes s'adressent à nous en tant que membres, ils se disent, voilà, on va fournir des services directs, mais ce n'est pas le cas. Ils se trouvent plutôt dans ce segment de 63%, qui fournissent des services indirects. Qu'est-ce qu'on entend par ceci? En fait, on fait un travail ça fait un travail de plaidoyer, d'appui technique, d'appui de leadership à travers les réseaux, les associations de santé, en fournissant des produits médicaux à travers des achats ou des donations, des missions de volontariat. Donc, être déployé dans des missions à l'extérieur et des missions de financement. Voilà, ça, c'est du côté appui. Est-ce que c'est ce que fait une grande partie de nos membres? Alors, du côté de fournir de services, la chose la plus commune qu'on fait, c'est la moitié qui font travaillent dans les fournitures de services de santé et les autres or it's only Christian-run community health programs. Both of those are true, but it's not an either-or, it's a both and. So that's a little lens. Donc, ça, c'est un regard apporté par rapport à ce que nous on fait. Et là, on va à la prochaine diapositive. Et là, c'est un peu dépliqué. Et on essaie de... Ça m'a fait réfléchir à ajouter... à rajouter des niveaux, à faire ces calculs. Et en bas, nous avons le personnel de santé, les installations de santé et les programmes basés sur la communauté de santé. Et la question qui se pose, comment tous ces partenaires
dans ce paysage exhaustif contribuent et apportent leur appui dans la mise en œuvre de leur activité. Par rapport à la communauté, donc en haut, en amont, nous avons les bailleurs de fonds et les entités d'appui, bah, comme les églises, les défenseurs, qui ont des services à une chaîne plutôt mondiale. Et Then the next layer might be volunteer medical donation or organizations, advocacy organizations is another mmh, layer. et après, nous avons les organisations de volontariat, de donation ou de plaidoyer et qui offrent des formations. On essaie juste de vous montrer comment ils sont articulés. En fait, les donateurs et les défenseurs peuvent ne font pas beaucoup de choses avec les installations ou le personnel. Les volontaires, programmes de volontaires travaillent avec les installations et le personnel, mais ils font pas grand-chose pour les programmes qui se basent de la communauté. Donc chacun a ses spécialités et lorsque il y a 2 types de sessions de formation, un pour les médecins et les infirmières et les autres qui fournissent des services de santé comme pour, le personnel de santé. Donc ça, c'est ce qu'on un peu, ça nous montre les niveaux. Les bailleurs de fonds peuvent appuyer les volontaires, pour certaines installations de santé et ou faire un travail de plaidoyer pour un meilleur leadership ou de meilleures sessions de formation. Imaginez, en fait, ces flèches qui pourraient établir ces liens entre ces différentes entités. Donc c'est, en fait, un paysage très compliqué. Ce qu'on essaie de faire, c'est de commencer de séparer, décortiquer ces niveaux pour savoir qui sont ces entités et comment ils se soutiennent les uns les autres. Non? En partant à la prochaine diapositive, peut-être on pourrait comprendre. Maintenant, on va prendre 2 choses. Les établissements de santé à gauche et la santé communautaire soutenue par les ONG à droite. Nous avons des partenaires qui travaillent avec les établissements de santé et d'autres avec la santé communautaire. Enf il y a bien évidemment des lacunes et il y aura des liens. Donc, les établissements de santé sont couverts par les associations et les réseaux de santé, mais et d'autres établissements ne sont couverts ni par les associations, les réseaux, comme je vous dis, ils les assurent les stations de formation, l'accès aux ressources. Donc, c'est pareil pour la santé communautaire, sont soutenus par plusieurs d'entre eux, par les ONG et les bailleurs de fonds, et plusieurs d'entre eux sont auto-opérationnels. Par exemple, dans un centre local de service avec des églises, mais ils ne sont pas nécessairement liés à ces groupes ou à cette idée de bénéficiaires. On voit ces lacunes au niveau de la CCIH. Vous pouvez voir qu'on nous avons ces différents niveaux d'appui conférés à ces entités, mais lorsqu'on les voit de manière séparée, on voit qu'il y a des lacunes qui subsistent, pardon. En cas de cas. Donc, on revient à l'objectif principal, apprendre et déployer davantage d'efforts croisés pour pouvoir pallier et remédier à ces lacunes. Dernière diapositive, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir à une problématique qui est très importante à CCIH. C'est une question que je voudrais vous poser comme défi. Comment pouvons-nous faire passer les meilleures pratiques à l'échelle si nous ne comprenons pas les systèmes et le contexte dans lesquels cela doit avoir lieu? En fait, si on ne comprend pas les systèmes et dans lesquels on est opérationnel, nous, en tant que CIH, nous continuons à répliquer les programmes de pilotage sans s'investir dans le système pour prendre pour être sûr qu'il y ait un accès au moment opportun à un service de santé pour ces installations également. Alors, qui est responsable de tout ceci? Nos par et c'est moi, je voudrais que nos partenaires partagent cette vision et ces problématiques avec nous. On va tester la manière avec laquelle nous avons développé et assis notre cartographie. Donc je reviens à vous. Very much, Doug, actually. Merci infiniment, Dag. Thanks for correcting my confusion. Merci It is à tous nos panélistes. it is more than that. Thank you so much for that. And I'd like to extend my Je sincere voudrais thanks en to fait all également remercier tous les intervenants. the time actually. So we have a lot of time
pour avoir consacré le temps, donc d'avoir accordé le temps pour la discussion et l'échange. Alors, il y a des questions qui sont en train d'émerger dans la salle de discussion. Et première question de David Bastel. Et la question s'adresse aux trois intervenants. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous regardez les données, l'impact des communautés locales qui travaillent sur surmonter les défis? Est-ce que vous examinez les données qui portent sur les différents facteurs communicateurs sociaux? Par exemple, l'impact des communautés de conviction locale sur le stigma associé au VIH ou au SIDA. En attendant, l'audience, bien évidemment, pourrait poser leurs questions au niveau du chat box, la salle de communication. Moi, je pourrais repartir dans cette question par rapport à notre perspective. Et là, je prends ma casquette de consortium. Et corrigez-moi, c'est mes trash. Je sais pas que je pense que nous ne ressemblons pas spécifiquement des données sur ce sujet. C'est sur baser une donnée qui collecte les données pour sensibiliser. Donc, ces données, je sais, dans notre travail et dans le travail graphique qu'on fait, oui, nous avons une base de données où on affiche ces données et je voudrais faire un commentaire par rapport à la présentation de Doug, qui est très important lorsqu'on parle de mise à niveau et la responsabilité de mise à niveau, de mise à échelle lorsqu'on fait un projet pilote et vous commencez à voir des indicateurs de succès, même si on le sait. C'est d'être en mesure que les partenaires connaissent très bien le contexte pour savoir comment mettre à l'échelle leur travail de manière réussie. Ça, c'est un défi. Comprendre le travail, comprendre ce qui se passe dans les contextes de la manière avec laquelle le travail est fait, c'est très important parce qu'on sait que la mise à échelle, c'est un concept très important parce que ça aura un impact sur les facilités de santé, sur la communauté de santé également. Ça, c'est la réponse que je pourrais apporter à ce. Merci infiniment. Et il y a une autre question de Catherine Marshall. Oui, oui, bien évidemment, si vous voulez. Merci pour la question. Et la question montre deux choses qui peuvent être force d'espoir. Lorsque personne dispose de données, on voudrait les avoir. Qui investit dans ces programmes de stigma? Parce que je sais que nous aurons tout un flux important d'informations et de données. Donc, je pense que ce sera la prochaine étape d'intégrer ceci pour être en mesure quel type de programme pour lever le stigma ils sont mis en place. C'est la deuxième partie de ma réponse. Vous vous rappelez de ce paysage avec les trois cercles en bas à gauche, c'est les programmes qui sont basés sur les églises. Et je vois beaucoup d'activités faites par les programmes basés sur les leaders spirituels et les églises, par exemple, pour éliminer la violence basée sur le genre et plusieurs problématiques, leurs priorités. Je ne connais aucune personne qui collecte des informations sur ceci. Et ça, c'est une opportunité qui se présente à nous de manière naturelle pour le groupe de travail qui travaille sur la cartographie. Merci pour l'opportunité qui m'a été offerte pour répondre à cette question. Donc, oui, peut-être. Oui, désolé que c'est un projet pilote, on a peut-être par la suite. Donc, il y a une autre question de Catherine Marshall. Puisque vous êtes en train de voir les défis de renforcement du système de santé, y compris les États fragiles. Comment vous voyez que cette connaissance contribue avec des manières significatives? Je réponds à la belle question, puisque vous êtes en train de voir les défis de renforcement du système de santé, y compris dans les États fragiles.
comment vous voyez, comment cette connaissance pourrait contribuer par rapport aux moyens, moi oui, je pourrais apporter et c'est les priorités à l'USAID actuellement. Il y a des domaines, quelques domaines, notamment dans la période post-pandémique. Et premièrement, c'est le renforcement des capacités du personnel de santé, notamment santé en première ligne, puisqu'on doit apprendre à vivre avec la COVID-19. Donc, on doit mettre en œuvre les objectifs stratégiques, combattre les infections, les maladies infectieuses comme le VIH, le sida, dans les zones critiques ciblées par le CID et de voir quelles sont les sources qui s'offrent à ces États fragiles. Donc, il y a un écart maintenant dans les forces de travail, forces de communauté sédentaire. Il y a une présence dans ces États en tant que CID et on voudrait faire un travail de manière consistante avec en apportant l'appui nécessaire, les informations nécessaires. C'est le travail qu'on est en train de faire pour renforcer les capacités du personnel de santé qui est en première ligne pour qu'il y ait des systèmes de résilience. Et pour également assurer les moyens de subsistance. Un des moyens et initiatives qui sont basées sur le personnel de santé, c'est l'une des manières qui nous permettre d'établir des forces de travail flexibles et s'adaptent aux besoins qui ne cessent de changer. Et notamment pour les personnes qui ont besoin de ceci le plus ou les communautés fragiles. Donc, on a fait ceci pendant des années avec un peu d'investissement direct. En fait, c'est une manière qui nous permet de relever ces défis et de renforcer les systèmes de santé, notamment dans les pays fragiles. Je parlais de le Global Health Security, le système de santé, le système de la sécurité du système mondial de santé. On pense que dans un contexte fragile, en fait, ce sont des régions juste dans un seul pays, ce n'est pas un pays entier. Et des fois, lorsqu'on parle des systèmes de santé, en fait, on survole ces choses et on pense au pays. Mais la question est plus particulière, par exemple, au Nigeria, ou lorsque vous avez une partie du Nigeria à un contexte sanitaire qui est très différent d'une autre région qui se trouve dans le même état comme Nigeria. Il y a des parties impactées par des conflits, changements climatiques, d'autres facteurs, déplacements, etc., un manque des demandes pour des services de santé, etc. Donc, le système de santé local doit savoir comment coopérer avec ceci. On va participer à ceci. Barbara, je voudrais revenir vers vous parce que l'on parle de contexte fragile. C'est Yeah, I was going to chime in and add a little bit on that. oui, Yeah, we je voudrais ajouter, collecting data on nous avons commencé à collecter des données de toute installation de santé pendant 5 années. On a commencé à faire ce travail-là et analyser ces données de différentes manières. Et je voudrais dire que dans un contexte il y a ce qu'on appelle, selon la terminologie fragile, comment utiliser ces données de différentes manières. Une première manière, nous sommes en mesure de communiquer avec les institutions et les leaders de cette manière directe. On a pris les données dans les moments importants, on a formé des groupes WhatsApp. Et donc, nous tenons des réunions régionales avec les leaders. Donc, nous avons un contact très proche de proximité avec les communautés qui nous permet de communiquer, de partager les ressources de manière très rapide, avec une bonne célérité. Nous étions également en mesure de travailler avec les organisations et les tenir au courant de comment l'impact sera plus important. Par exemple, l'année dernière, en 2021, le séisme qui s'est passé dans ce pays, une organisation nous a contactés, veut dire, voilà, nous aurons être là pour être présents au niveau des hôpitaux.
Et on a des appels, vous pouvez nous aider avec nos partenaires. Est-ce que vous avez des connaissances par rapport aux droits stratégiques qu'on pourrait se présenter ou est-ce qu'on peut se positionner par rapport au processus? Tout ceci se fait avec certaine célérité parce que nous avons les données et nous avons la capacité de se relier et d'établir des liens et c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Nous sommes donc c'est des relations, c'est des informations importantes pour le travail de plaidoyer, pour renforcer les capacités du personnel de santé, des installateurs de santé pour relever le défi de la réalité avec, par exemple, l'émergence de la choléra. Nous avons différents groupes régionaux qui utilisent les données nécessaires et perspicaces pour comprendre quel type de traitement, quel type de ressources mobilisées qu'on peut mettre sur site parce que nos solutions habituelles et quotidiennes ne sont pas efficaces. Donc, on doit voir quelles sont les données, faire leur agrégation, les partager avec ces installations de santé de façon à ce que ces installations et ces hôpitaux aient toutes les solutions pour être en mesure de traiter les gens, les patients. Merci infiniment, Barbara. Je vois qu'il y a une main levée de Moema Mogoka. Et vous pouvez vous mettre sur... vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Oh, sorry. Pardon, visiblement non. Merci de m'avoir offert cette opportunité pour partager mon avis avec vous. Je voudrais juste ajouter en termes de données. Je voudrais vous dire que l'audience cible de ces données, de cartographie, de tout ce travail, c'est le développement, le gouvernement, les ministères, notamment le ministère de la Santé. De notre côté, nous avons également une audience, l'audience des églises, les leaders spirituels ou les leaders des églises. Donc, lorsque vous avez mentionné l'analyse de données ou la phase de post-analyse au traitement pour utiliser ces données avec des informations, je pense que l'objectif, c'est d'être en mesure de parler un seul langage, le langage, la terminologie le langage des leaders spirituels, ainsi que le langage des techniciens et des technocrates, c'est-à-dire des ministères. Alors, je pourrais imaginer deux types de rapports dans ce cas-là. Un rapport qui est rédigé par le langage des leaders spirituels et confessionnels, un langage qu'ils comprennent, intelligible, qui s'adresse et qui touche et qui relève leurs défis, qui évoque leurs défis, qui parle de leurs points critiques et sensibles, et un autre langage dans un autre rapport qui s'adresse et qui parle avec le ministère et la terminologie, le jargon des ministères, un langage qui résonne chez cette entité. Et on doit s'attenir à ce type de rapport, ce type de terminologie. La dernière fois, j'ai assisté à une réunion par une conférence des églises et il y a eu plus de 20 participants de plusieurs pays en Asie. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au sein du groupe, nous avons eu des médecins, des leaders des ministères d'église et des théologiens dans une seule salle de représentants de l'Église. C'est une meilleure manière de s'écouter les uns les autres pour savoir, pour voir qu'est-ce qui touche, lui, des leaders d'Église et qu'est-ce qui touche, lui, des représentants de ministères. Et de cette manière, on serait en mesure d'avoir des moyens qui sont plus utiles et à ce que ces données soient significatives. Est-ce que ces données soient en mesure d'aider ces deux catégories d'audience. Donc, je pense, lorsque on fait la conception de ces données, on doit faire une vérification croisée. Alors, que peut faire l'envoi de ce type de données, la destination de ces données? Par exemple,
quel est l'usage, l'utilité pour ceci, pour la communauté confessionnelle, quel type d'informations, quels sont les écarts dont ils souffrent, quels sont les remèdes qui pourraient pallier à ceci, pour pouvoir pallier à comment nous, on peut apporter les solutions nécessaires pour remédier à ceci. Et par la suite, on pourrait embarquer à une expérience de collecte de données. Une fois qu'on sera de retour, on revient avec quelque chose en main qui satisfait les audiences respectives qui sera variable. Donc, le processus de collecte de données qui n'est pas apprécié sera juste un exercice à pratiquer, mais ce sera certainement nécessaire. Donc, l'utilité ne sera déterminée qu'une fois que la collecte de données a été effectuée. L'utilité sera déterminée plutôt, avant la collecte de données. Donc, on va comprendre et identifier les écarts en matière de données. Et dans ce cas-là, on identifie l'utilité sur leur usage. Une fois qu'on collecte la donnée, on utilise la terminologie, le langage exact pour que l'audience puisse comprendre ces données, puisse les analyser au niveau des constituances. Merci. Merci infiniment, Moé. Et nous avons deux autres mains qui se lèvent. Bruce, est-ce que on pourrait le... Bonjour. Tout à l'heure, j'étais en contact avec mon collègue et on parlait. Nous sommes une partie de la CCIH ainsi que Marshall et la communauté, les praticiens de l'OMS nous offrent des pistes importantes. Ils nous offrent un accès aux personnes. Les groupes étaient en mesure de se partager les informations et de collaborer ensemble, mais l'accès aux liens et aux données de la cartographie serait plus efficace pour nous tous. Mais on doit savoir quels sont les pays. Je vais vous donner un exemple des USA. Je fais partie d'un groupe qui travaille sur l'amplification et la diffusion de messages portant sur l'accès, l'équité, l'acceptation des vaccins, notamment dans la première partie de la COVID, notamment. Et on a essayé d'avoir des groupes catholiques ensemble, de rassembler aux États-Unis. Et cette cartographie, c'était une première étape d'avoir les données des organisations. C'était très utile, notamment un seul endroit où on peut tous se retrouver. Et ces bases de données, c'est une première étape qui est formidable, franchement. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour partager mon opinion avec vous. Merci, Bruce. Et ça, c'est une question pour Amanda et Barbara. Est-ce que vous avez une réponse à apporter de vos perspectives respectives par rapport à l'intervention de Moïse? Pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, Edwin? Je vous pose la question à nos deux intervenantes. Alors, est-ce que vous avez quelque chose qui a une perspective à apporter par rapport? Oui, j'ai le premier commentaire. Oui, connaître, identifier notre cible est très important. Et je pense que c'est les personnes qui ont commencé à raconter des histoires, de connaître notre communauté, d'avoir des données géospatiales, notamment pour la prise de décision, pour être sûr qu'on ne fait pas de double effort, notamment pourquoi c'est important et les individus, pourquoi c'est important, ceci est important pour les bailleurs de fonds. Donc, partager des histoires avec l'audience cible, c'est très important par nous tous, puisque nous sommes en train d'embarquer dans ce voyage. Pour cet appel, vous avez différentes communautés qui sont représentées. Lorsque je parle des politiques, il y a des stratégies géospatiales, des politiques d'engagement, d'organisation professionnelle. Donc, c'est des groupes de l'humain qui travaillent sur plusieurs choses, donc ils sont en mesure de communiquer et d'établir les liens par rapport aux priorités. C'est même important pour le personnel de CAID. En fait, on se prend cette perspective lorsqu'on embarque sur des conversations et des dialogues avec les bailleurs de fonds pour être confortable dans cette position de, entre guillemets, de compter même une agence comme le CAID a des différences importantes quand il s'agit de comprendre les différents rôles qui nous incombent. Merci.
Barbara, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Oui, je voudrais faire écho et rebondir tout ce qui a été apporté par Amanda. Raconter des histoires, c'est un facteur très important. Ce qu'a dit Amanda, c'est de transformer les données en des décisions. Donc, juste collecter les données, juste pour les données, on a fait ça. Ça, en fait, c'est la partie la plus facile. Mais comment traduire ces données en quelque chose de significatif, en quelque chose d'adéquat et comment les partager de manière appropriée. Je sais que c'est un domaine pour lequel on a beaucoup milité. C'est très important de comment persévérer, hein, parce que c'est très important pour nous. Si on a fait une erreur, c'était ou s'il y a une erreur à faire, par exemple, comme collecter les mauvaises données pour voir quels sont les résultats. Des fois, je peux vous écrire tout un livre par rapport aux choses à ne pas faire. Donc, mais c'est très important de réfléchir à l'audience et de savoir qu'est-ce qu'on doit partager et convenir transmettre ceci de messages convenables. Je réfléchis au rôle du consortium de cartographie. Je ne dis pas qu'on accomplit ce rôle actuellement, mais d'être en mesure d'aider les autres organisations à interpréter, à utiliser les données pour leur travail et dans leur travail de mise à l'échelle, notamment au niveau du consortium. Peut-être que le consortium pourrait les aider à aller de l'avant de manière directe. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste une idée qui me traverse l'esprit. Merci infiniment, Barbara. Donc, la dernière question, puisque, excusez-nous parce qu'on ne peut pas prendre davantage, on peut pas prendre davantage d'informations. C'est une opportunité pour une offre de participation. Just thank you so much for Rob, having me Amanda. today. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Non, merci. Merci pour l'invitation. Merci pour le partage d'opinions. Merci pour les interventions. Merci à toutes et à tous. C'est des discussions fascinantes, formidables, un échange fructueux. Et au nom de la CCIH, je voudrais remercier Amanda, Barbara, Doug pour la présentation fort enrichissante. Et on voudrait vraiment qu'on s'implique davantage dans ce type de discussion. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager le travail qui porte sur la cartographie. Et bien évidemment, vous avez tous les coordonnées dans le chat box partagé. Merci pour l'audience, pour votre participation, pour l'échange. Et on vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. On vous voit bientôt. Merci encore.